Retour sur le plateau de l'événement du dimanche avec notre nouvel invité, Laurent Marcangeli. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le nouveau ministre de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification. On va revenir sur ce large portefeuille et des missions qui vous incombent. Elles sont nombreuses, pas forcément agréables. Avec moi pour vous interroger toujours sur ce plateau, Arlette Chabot et David Revaud-Dallon. Avant de venir justement à votre dossier, la fonction publique, question plus générale pour acheter notamment la clémence des socialistes. François Bayrou n'est pas tombé jeudi. Il y a eu des inflexions, des concessions nombreuses, peut-être trop nombreuses. Ça discute en tout cas dans votre socle commun. La facture n'est-elle pas trop salée, Laurent Marcangeli, pour s'assurer de durer à Matignon pour François Bayrou ? Si vous parlez de factures liées au budget, je rappellerai quand même que l'objectif, c'est 50 milliards d'euros d'économies, dont 32 milliards sur justement les baisses de dépenses. Je pense que peu de gouvernements, au cours des 20 dernières années, se sont adonnés à un exercice aussi compliqué. Donc vous dites que non, c'était des inflexions à faire et que la trajectoire sera tenue. Vous savez, quand j'ai accepté de rentrer dans cette équipe gouvernementale, je savais que c'était aussi au prix de concessions. Il s'avère que depuis le mois de juillet, aucune formation politique, aucun parti, aucun regroupement de partis, de gauche, du centre ou de la droite, n'est seul en capacité de pouvoir exercer les responsabilités. Donc ça demande, si on veut avoir de la stabilité, si on part rentrer dans une farandole de censure tous les 3 mois, de faire des concessions. C'est peut-être pas le plus agréable lorsqu'on veut faire de l'action politique sa première responsabilité, mais c'est ce que nous devons aujourd'hui faire collectivement. Donc il n'y a pas eu du tout trop de cadeaux qui ont été faits au PS pour acheter, entre guillemets, sa non-censure pour vous. Je vous dis que moi, depuis le mois de juillet, je dis que je veux tendre la main également aux sociodémocrates pour faire un pacte de responsabilité, de stabilité pour le pays, parce que je crois qu'aujourd'hui, si on a un budget qui est pas totalement décoiffant, pas totalement satisfaisant, c'est toujours mieux que pas de budget, et c'est toujours mieux que censure. C'est toujours mieux que censure. Vous étiez à ce conclave concernant les retraites. Ce vendredi, vous étiez autour de la table avec les partenaires sociaux. Arlette Chabot sur ce sujet. Moi, je n'ai pas très bien compris de quoi vous allez discuter, parce qu'il y a la retraite du privé, il y a les fonctions publiques, les syndicats et le patronat présents, les partenaires sociaux disent, alors nous, le public, c'est pas notre affaire. On s'intéresse effectivement à la retraite des salariés du privé. Alors, comment on s'en sort ? Vous avez accepté, parce que François Bayrou, lui, fait l'addition globale du coût de la retraite. Comment vous sortez de ce piège ? C'est-à-dire, vous acceptez d'entendre les partenaires sociaux et vous dites, ouais, ça, c'est pas votre affaire, si vous voulez que la négociation continue et aboutisse d'une manière ou d'une autre ? D'abord, la méthode dans un premier temps. François Bayrou fait confiance aux partenaires sociaux. Il met à disposition du temps, mais également des personnalités ressources. M. Marette, qui a été désigné, qui a de l'expérience, pour pouvoir discuter avec un calendrier. Il y a aussi une mission qui a été commandée à la Cour des comptes, une mission flash. Qui rendra ses conclusions le 19 février. Voilà, mi-février. Et donc, les partenaires sociaux vont être mis en présence les uns des autres. Pour ce qui concerne les différences entre public et privé, j'étais présent et j'ai bien entendu. Et en tant que ministre de la fonction publique, je ne peux être que sensible à cela. Le Premier ministre, pour l'heure, veut que l'ensemble des régimes soit discuté. Pourquoi ? Parce qu'il considère que, notamment sur la fonction publique, ça regarde tout le monde, y compris même le secteur privé. Parce que le secteur privé, il a besoin de la fonction publique pour fonctionner, pour se développer. Ensuite, je vous le dis, si on me le demande, je recevrai spécifiquement les organisations syndicales, puisqu'il s'avère qu'en plus, 2 d'entre elles n'étaient pas présentes, et parce qu'elles ne sont pas considérées comme représentatives dans l'ensemble. On parlait tout à l'heure des cadeaux qui ont été faits au Parti socialiste. Il y en a quand même un qui est sérieux. Je vais citer le Premier ministre, François Bayrou, dans sa déclaration de politique générale. Les 64 ans ne sont ni un totem, ni un tabou. Est-ce que ce n'est pas une sérieuse ligne de fracture avec le président Macron et aussi avec Édouard Philippe, dont vous êtes, je crois, l'un des lieutenants politiques ? Déjà commencer une discussion de politique générale avec des lignes rouges, je ne pensais pas que ce soit véritablement très bien pensé. Alors c'était une des lignes rouges du président. Je vous renvoie à Édouard Philippe qui parle davantage de lignes claires. Nous avons toujours essayé d'avancer à horizon avec un esprit qui nous évitait d'être d'emblée sur des lignes rouges. Ce qui nous intéresse, c'est la sauvegarde du système par répartition français. C'est aussi simple que ça. Est-ce que aujourd'hui on peut nier le fait qu'il y a une question démographique qui se pose ? La CFDT, qui a milité contre la réforme, le dit. Est-ce que notre système est parfait ? Non. Il comporte de nombreuses imperfections. Je pense qu'il y a des progrès à réaliser. Est-ce que la mesure d'âge est le seul sujet ? Non.
Est-ce que c'est le plus important? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, si on revenait sur la mesure d'âge, on assurerait la pérennité du système? Ma position à titre personnel, c'est que non. Non. Il faudra travailler plus longtemps. Et c'est ce que dit Édouard Philippe. Il y a très certainement aujourd'hui une inflexion dans l'ensemble des pays qui ont un système de régime par répartition, ce choix qui a été opéré. Je suis obligé de me référer à ce qui se passe autour de nous. Après, est-ce qu'en France, on peut trouver d'autres moyens? Est-ce qu'on peut avoir une grande réforme, comme cela avait été envisagé notamment en 2020? C'est plutôt ce pourquoi moi j'ai toujours milité. Mais est-ce que nous avons aujourd'hui la légitimité politique pour le faire, cette grande réforme? Mais si on revient sur les 64 ans, qu'est-ce que vous faites? Si on revient sur les 64 ans, eh bien je prendrai acte de cela. Mais je ne sais pas si c'est ce que souhaite le Premier ministre. Je ne sais pas si c'est ce que les partenaires sociaux souhaiteront. Je vous rappelle quand même qu'autour de la table, vous avez des points de vue qui peuvent aussi diverger. Vous avez le patronat, vous avez de l'autre côté les organisations syndicales. Et ce que nous avons pris comme engagement, c'est que s'il y avait un accord partiel ou total, on le présenterait à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que les organisations patronales soient favorables à un changement sur la mesure. Mais quand on vous écoute, on dit c'est foutu, quoi. C'est-à-dire, c'est bien de réunir tout le monde, c'est bien de discuter, mais personne ne va se mettre d'accord. On continue à bloquer sur ces 64 ans, donc on prendra quelques petites mesures, on les proposera, ou ils les proposeront sur, on le sait, la pénibilité, les carrières hachées des femmes, et puis c'est tout, quoi, basta, on ne trouvera rien d'autre. En ce qui me concerne, je ne vais pas donner de leçons à qui que ce soit, ni même de conseils. Je dis ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je fais des concessions en intégrant un gouvernement, une équipe gouvernementale, en travaillant avec des femmes et des hommes avec lesquels j'ai été parfois... Vous n'êtes pas allé à contre-cœur. Non, je suis très heureux et très fier d'occuper cette responsabilité. Mais néanmoins, vous avez peut-être pu constater qu'il m'est arrivé dans ma carrière politique d'être opposant à certains membres de ce gouvernement. Absolument. Et donc aujourd'hui, je travaille avec eux pour la France. Donc ce que je demande aujourd'hui, c'est que tout le monde le fasse. Et y compris dans le cadre du dialogue social qui est en train de s'engager, il y a une certaine gravité quand même dans le pays. Et vous savez, j'ai rencontré l'ensemble des organisations représentatives de la fonction publique il y a 2 semaines, toute la semaine. Ne croyez pas qu'elles ne sont pas aujourd'hui inquiètes par rapport à l'instabilité qui guette. Oui. Elles le sont. Elles aussi. Elles ont cet esprit de responsabilité. Elles ont eu besoin d'être rassurées. Quand Laurent Marcangeli, à l'occasion de votre passation de pouvoir, vous leur avez fait une vraie déclaration d'amour à ces syndicats. Je crois en vous, je vous aime, je souhaite travailler avec vous. Votre prédécesseur, on ne va pas vous demander de lui taper dessus, mais Guillaume Kasbarian a quand même été mis en cause quant à sa relation et ses déclarations. Il était à votre place il y a seulement quelques mois. Il se défendait de ce fonctionnaire bashing. On l'écoute et on parle de ça ensuite après. Moi, je ne rentre pas dans des logiques de fonctionnaire bashing qui visent à expliquer que... ce dont vous accusent les syndicats. Que certains m'accusent, mais qui n'a jamais été, encore une fois, moi je salue tous les jours le travail des 5,7 millions d'agents dans notre pays, qui font un travail remarquable, qui assurent nos services publics à l'école, dans l'hôpital, dans les territoires, partout sur le territoire national. Et donc je le maintiens, bien sûr que je suis attaché à la fonction publique et je suis attaché au travail des 5,7 millions d'agents. Votre prédécesseur a-t-il mis à mal la relation avec les fonctionnaires? Fallait renouer le dialogue, c'était urgent? Non, d'abord, mon prédécesseur est un homme d'action. C'est un très bon parlementaire d'abord et ça a été un bon ministre. Après, il y a eu des arbitrages qui ont été rendus sous le précédent gouvernement qui ont provoqué de la crispation. C'est une réalité. Je ne vais pas aujourd'hui faire le procès de Guillaume qui est un ami. Vous me disiez, j'ai dit oui, effectivement, j'aime les fonctionnaires. Il s'avère que je suis fils de fonctionnaire. Ma maman était fonctionnaire jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite. Elle était déléguée syndicale. Donc je les connais. Je connais le travail qui est effectué au quotidien. J'ai été maire pendant 8 années, maire de la ville d'Ajaccio, président d'une agglomération. J'ai travaillé avec les hospitaliers également. J'ai présidé un conseil de surveillance d'hôpital. Et je suis arrivé dans ce ministère avec beaucoup d'affection, beaucoup de considération et beaucoup de respect pour les fonctionnaires. Et je comptais leur dire tout simplement. Parlons des points de crispation, David, sur notamment les fameux jours de carence. Oui, dans le courrier qu'il avait envoyé jeudi au Parti socialiste, où il listait les nombreuses concessions qui étaient faites, le Premier ministre, il actait l'abandon de ce projet de passage de 1 à 3 jours de carence en cas de maladie pour les fonctionnaires. Ça veut dire que le projet est abandonné. Vous y étiez favorable ? J'ai proposé au Premier ministre de revenir sur la décision des 3 jours de carence. Non pas parce que... au fond de moi-même, j'étais vent debout contre la mesure décidée. Je l'avais soutenue en tant que président de groupe à l'Assemblée nationale. Absolument, c'est clair de le dire. Mais parce que j'ai trouvé une situation de dégradation du dialogue social entre l'État, le gouvernement, le ministère et les organisations syndicales. C'est une mesure trop stigmatisante ? Elle a été prise ainsi. Oui.
Et je voudrais rentrer dans le détail, si vous me le permettez. Quel est le gain financier? Un peu moins de 300 millions d'euros. Pas totalement exact. Pourquoi? Parce que cette année, en 2025, la mise en place du dispositif, on aurait dû attendre le mois d'octobre pour que cela soit effectif. Donc cette année, c'était un gain entre 40 et 50 millions d'euros. Donc déjà, au niveau financier, je pense qu'on provoque beaucoup de remous, beaucoup de difficultés pour une somme qui, au regard de l'effort que nous avons à réaliser, n'est pas énorme. Oui, mais l'effort collectif, il doit être fait par tous. Oui, mais nous le faisons par ailleurs. Et nous aurons d'autres moyens, je le pense, et d'autres questions qui viendront apporter la démonstration que je fais des efforts. L'autre chose, c'est que sur les arrêts maladie de courte durée, on n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir que si cette mesure, elle est de nature à pouvoir faire baisser l'absentéisme. Il n'y a pas aujourd'hui de certitude en la matière. Et ensuite, je vous le dis, j'ai voulu avoir un dialogue franc, construit avec les organisations syndicales, remettre un peu de calme, parce qu'il y a eu une journée de mobilisation le 5 décembre qui n'a échappé à personne, il y a un gouvernement qui est tombé, nous sommes dans une situation difficile, et il y a également un travail d'échange avec les forces politiques qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec des concessions à réaliser, et il m'a semblé devoir soumettre à l'examen du Premier ministre ce changement. Donc ça ne vous a pas déchiré le cœur, finalement, de revenir sur une mesure que vous souteniez? Vous n'avez pas l'impression de trahir vos convictions? Vous le faites dans l'intérêt général, c'est ça? Je fais des concessions, des compromis, pas des compromissions. Vous n'avez pas de ligne rouge, vous? Je suis aujourd'hui... vous savez, j'espère que ça n'arrivera pas, mais je me retrouve assez dans la formule de Chevènement. On ferme sa gueule ou on s'en va. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et Sébastien Chenu, à votre place, il y a quelques minutes, soulevait quand même que le Sénat, hier, adopte un amendement du gouvernement qui ramène à 90% du salaire l'indemnisation des agents publics durant leur arrêt maladie de moins de 3 mois, on est d'accord, contre 100% actuellement. Donc, concession et demie. C'est-à-dire que... Je vous rappelle que nous sommes dans une situation qui exige de faire des efforts. C'est bien de rappeler que ces arrêts maladie ne concernent pas les grossesses, ne concernent pas les maladies de longue durée, ne concernent pas les accidents, notamment les accidents de service ou de travail, et que aujourd'hui, cet effort que nous demandons de réaliser, il rapporte quand même 900 millions d'euros d'économies. Alors, pas rien. 900 millions d'économies, on l'a vu, une petite mesure ici coûte 50 millions, une autre 100, une autre 300. À l'arrivée, le gouvernement, il vise désormais un déficit public à 5,4 du PIB, du produit intérieur brut pour 2025, alors que Michel Barnier, le prédécesseur de François Bayrou, visait 5%. C'est quand même... les concessions, elles coûtent très très cher quand même, non, à l'arrivée? Je vous rappelle que la situation a évolué depuis le mois d'octobre. Les perspectives de croissance ne sont pas les mêmes qu'au moment où Michel Barnier a fait sa déclaration de politique générale et a proposé son budget. Elle est en baisse, la perspective de croissance. On est passé de 1,1 à 0,9. De 1 à 0,9. Et c'est pas sans rien. Ça, c'est pas neutre. Donc aujourd'hui, si on fait une politique d'économie de 60 milliards comme cela a été prévu sous le précédent gouvernement, ça peut avoir des effets assez terribles sur notre économie. Donc il faut tenir compte de ce que la censure a provoqué. Je sais que certains font mine de ne pas avoir pris une décision forte et lourde de sens. Elle était forte et elle était lourde de sens, notamment sur notre économie et sur nos perspectives de croissance. 12 milliards d'euros selon le ministre de l'économie. Voilà ce qu'aurait coûté la censure de Michel Barnier. Il y a des effets mécaniques créés par la censure qui aujourd'hui coûtent aux Françaises et aux Français. Nous devons en tenir compte dans le cadre de la rédaction de ce budget. Et il faut être sincère et dire aux Françaises et aux Français que la perspective d'économie nous permettant de revenir à 5% d'endettement au niveau d'autres PIB ne peut pas être tenue. Sauf à faire une politique qui, pour le coup, serait qualifiée à juste titre d'austéritaire et qui provoquerait peut-être encore plus de destruction d'emplois et de difficultés dans le pays. Vous êtes ministre de la fonction publique, de la simplification aussi. Parlons débureaucratisation. François Bayrou, à la tribune, mardi, a eu un peu de mal à le prononcer. Il prône un puissant mouvement de débureaucratisation. Arlette, avec vous. Alors, sont visées les fameuses 1000 agences, donc... on regroupe, on change, on va bouger des fonctionnaires. Vous arriverez à le faire et comment vous allez procéder? Est-ce que chaque ministère va travailler? Est-ce que c'est vous qui pilotez, qui coordonnez? Comment ça se passe? Alors d'abord,
qui est sacrifié et qui restera? Et sur quels critères? Je suis heureux que vous posiez la question pour une bonne simple raison, c'est que ça a été dit dès le début de l'interview, je suis aussi le ministre de la simplification. Je vais coordonner avec mes collègues. Vous n'êtes pas le premier, parce qu'il y en a beaucoup avant vous, ça n'a pas donné grand-chose. Donc c'est vraiment mission presque impossible. Je vais essayer... C'est pas désagréable, je vais essayer de rompre tout cela et d'avoir de l'efficience dans la mission qui est la mienne, si j'en ai le temps. La simplification, c'est une... politique qui doit être très transversale. On agit en interministériel. Je vais travailler avec la ministre de l'Agriculture, la ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur. Bref, il y a des tas de domaines dans lesquels on peut intervenir. Donc déjà, vous avez en face de vous celui qui va coordonner. Vous savez qu'il y a un texte qui est passé par le Sénat, qui a été un peu alourdi par nos amis sénateurs, et qu'une commission spéciale s'est constituée avant la censure du gouvernement Barnier pour examiner le texte à l'Assemblée nationale. J'espère que nous aurons, après le vote du budget, un calendrier législatif qui nous permettra de remettre ce travail sur le métier. Et la simplification, ce n'est pas seulement la suppression des comités et des autres agences. Les fameux comités Théodule. Voilà, il y a même une proposition de loi qui sera débattue au Sénat prochainement, laquelle je participerai, je serai présent dans le débat. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le coût de l'excès des normes en France, selon un rapport sénatorial, c'est 84 milliards d'euros. Le rapport Ravignon, concernant les millefeuilles, qu'on peut coupler à celui d'Éric Woerth, c'est 7,5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Donc déjà, je crois qu'on a des efforts à réaliser pour élaguer notre système normatif qui est parfois trop lourd et qui provoque donc des doublons, des triplons et des dépenses. Et ensuite, revoir un certain nombre, tout simplement, notre manière de travailler doit être revue. Lorsque je vois, par exemple, les agriculteurs... Mais pourquoi, pardonnez-moi, je vous interromps juste, mais Emmanuel Macron, en 2019, disait, là je parle des comités et de ces agences, nous pouvons faire aussi bien en dépensant moins, c'est donc supprimer un nombre d'organismes inutiles. C'était il y a 5 ans... On vous croit, on a du mal à vous croire sur la simplification, vous pas vous, mais le gouvernement, cette volonté à chaque fois de vouloir supprimer ces agences, ces doublons qui coûtent des milliards d'euros chaque année à l'État. Comment procéder? Et on sent à quel point c'est un chemin plus que laborieux. C'est un chemin compliqué, mais ce n'est pas le seul chemin de la simplification. Ce n'est pas la seule formule qui nous permettra de simplifier la vie des Françaises et des Français. Parlons par exemple de l'intelligence artificielle et de sa place dans l'administration française. Elle peut être à l'origine d'un mouvement de simplification dans les procédures qui est énorme. Nous aurons un congrès mondial les 10 et 11 février prochains à Paris, au Grand Palais, et je serai présent en tant que ministre de la fonction publique aux côtés de Clara Chapaz, qui est la ministre déléguée au numérique et à l'intelligence artificielle. Vous nous promettez qu'aucun comité sera mis en place pour gérer l'intelligence artificielle dans la fonction publique, parce que c'est aussi une agence de la simplification. Vous avez déjà une direction qui est dédiée et qui est sous l'autorité de mon ministère, qui est en charge de s'occuper de cela. Et il y aura une personne dédiée dans chaque ministère pour pouvoir résultats faire dans combien de temps, par exemple? Vous vous dites, il faut qu'on ait déjà un affichage des résultats, on a avancé, montrer aux Français que pour une fois, on ne fait pas que parler, mais on est aussi efficace. Le plus rapidement possible, moi je rendrai des comptes. Et avec les ministres concernés, administration par administration, on apportera la démonstration qu'on peut simplifier. Je prends 2 exemples rapidement. Sur la Direction générale des finances publiques, l'intelligence artificielle a apporté beaucoup de résultats ces derniers temps sur des contrôles par rapport aux fraudes. Deuxième exemple, sur France Travail. On facilite le travail de nos conseillers avec nos administrés par l'intelligence artificielle. Alors je sais que ce mot fait peur, mais qu'elle peut être aussi à l'origine d'un grand effort de simplification. Laurent Marcangeli, le temps passe vite, mais on ne peut pas terminer cette interview sans parler politique. David, vous parliez de la proximité avec un certain Édouard Philippe, qui donne une grande interview dans Le Parisien aujourd'hui. Oui, 3 pages d'interview, dans lesquelles d'ailleurs il se dévoile assez peu, mais il a quand même cette phrase « La période actuelle ne permet plus de grandes transformations jusqu'à la prochaine présidentielle ». Il fait allusion bien sûr au contexte politique et parlementaire difficile. Ça veut quand même dire que jusqu'en 2027, c'est un peu 2 ans pour rien. 2 ans de surplace, c'est pas très engageant, pardonnez-moi, pour le gouvernement auquel vous appartenez et son action. J'ai signé en étant conscient de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je viens de l'Assemblée nationale. J'y ai passé 2 ans et demi et j'ai été réélu au mois de juillet 2024. Et je connais les poids et contrepoids qui font aujourd'hui la vie politique et notamment le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il faut être réaliste. Vous voyez bien aujourd'hui qu'il y a 3 blocs qui sont très différents dans leur approche de la société française et qu'il est difficile de faire de grandes réformes structurelles
au regard de la situation politique dans laquelle nous sommes. Donc 2 ans de surplace ? Pas de surplace. Pas de surplace. Je crois qu'on va apporter un certain nombre de démonstrations. Lorsque je vous parle de simplification, je m'engage à prendre des décisions qui vont changer la vie des Françaises et des Français sur leur terrain de prédilection, le travail, mais également dans les territoires et les collectivités. Vous y croyez quand même. Arlette, juste sur la présidentielle, évidemment, Édouard Philippe, en embuscade. Oui, il se prépare. Alors, chaque fois qu'il intervient, il dit qu'il se prépare, donc il va finir par être sans doute préparé. Le problème, c'est qu'à droite, il n'est pas seul à se préparer, enfin à droite, au centre et à droite. Il y a une concurrence incroyable, quoi. Donc, est-ce que c'est pas finalement une névrose française, vraiment, la présidentielle ? Bon, d'abord, je pense qu'il serait inquiétant qu'ils vous disent qu'il ne se prépare pas et qu'il y va les mains dans les poches. Pour quelqu'un qui a l'ambition de présider la République, et on voit à quel point c'est difficile, ne pas être prêt et ne pas se préparer serait, allez, disons-le, criminel, je le pense. Ensuite, la compétition. On le sait, la présidentielle, elle suscite des convoitises. Une présidente de la République n'était pas réélue depuis 2 minutes, le 24 avril 2022, qu'on parlait déjà de la prochaine, puisque la Constitution lui interdit de se présenter. C'est excessif, c'est réel, c'est un constat qu'on peut faire, mais il faut faire avec. Et quant à la concurrence, vous savez, eh bien, écoutez, nous sommes dans une démocratie... Gérald Darmanin, Gabriel Attal, vous arriverez à tomber d'accord ? Nous sommes dans une démocratie qui permet à chacun d'avoir de l'ambition. Vous savez ce que j'en pense. Pour moi, celui qui est le meilleur, c'est Édouard Philippe. Mais c'est pas un peu décalé, pardon, on parle de la situation dans laquelle est la France. Il n'y a pas de budget, il y a un gouvernement qui, et vous venez de le dire avec tout à fait beaucoup d'honnêteté, vous ne savez pas combien de temps vous allez pouvoir rester en place, que vous pouvez refaire. Et on dit déjà, allez, la présidentielle. Quelque chose qui choque un peu les Français, non ? Il répond aux questions qu'on lui pose. Moi, vous me la posez, je réponds. Moi, je suis venu ici pour vous dire ce que je fais dans mon ministère. Et on l'a très bien compris. Et si vous me posez la question, j'y réponds aussi. Laurent Marcangeli, merci beaucoup, ministre de la fonction publique, d'avoir été notre invité ce dimanche.